Bonsoir à tous. On va attendre encore quelques minutes avant de lancer ce premier webinaire de l'année 2025. Tout le monde rentre, les participants rentrent tout doucement dans la salle. Une petite minute. Allez, il est 18h32. Je vous propose de débuter ce webinaire en vous saluant d'abord toutes et tous et puis permettez-moi au nom de toute l'équipe d'Humanité et Biodiversité de vous souhaiter une bonne et belle année 2025. Voilà, bienvenue dans ce premier webinaire de l'année qui inaugure un nouveau cycle des rencontres d'HB organisé avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Et tout au long de cette année, notre association Humanité et Biodiversité, dont je vous invite à découvrir l'activité sur notre site internet et à vous inscrire à notre newsletter mensuelle, vous proposera de nous retrouver pour partager nos actions en faveur du vivant. Je profite de ces mots introductifs pour saluer notre président Bernard Chevesio-Louis, qui est présent avec nous ce soir. Et je vous invite dès la fin de ce webinaire à nous rejoindre et soutenir nos actions en adhérant, en devenant bénévole ou encore en créant une oasis nature sur votre balcon, votre bord de fenêtre ou dans votre jardin. Aussi, et dans ce premier webinaire de l'année, nous vous proposerons de nous interroger sur la place et le rôle des microbes dans le monde vivant. Germes, champignons, virus, chaque jour, notre corps et notre environnement cohabitent avec des milliers de micro-organismes différents. Faut-il en avoir peur et les éradiquer par tout moyen? Ou bien les microbes sont-ils nos amis? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents experts et amis de longue date de notre association, Marc-André Sellos et Hélène Soublé, que je vous présente en quelques mots pour les rares d'entre vous qui ne les connaîtraient pas déjà. Marc-André Sellos est biologiste et microbiologiste de renommée internationale, enseignant au Muséum national d'histoire naturelle, auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, dont Jamais seul, dont je vous recommande la lecture. Il excelle dans l'art de vulgariser des concepts scientifiques complexes. Ses travaux, salués par la communauté scientifique, mettent en lumière les interactions essentielles entre les microbes et les écosystèmes. Quant à Hélène Soublé, elle est docteure vétérinaire de formation et depuis 2017, directrice générale de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Elle est l'auteure de nombreuses publications scientifiques et ouvrages, dont le dernier, publié en 2024, Une odyssée spatio-temporelle pour un futur durable, dont je vous recommande aussi la lecture. Et nous avons la chance de la compter parmi les membres de notre conseil d'administration. Ce soir, je vous propose que chacun de nos intervenants vous présente tour à tour leurs réponses à la question du jour et que nous consacrions ensuite un temps à vos questions et remarques. Vous pouvez adresser vos questions en cliquant sur l'onglet en bas de votre écran questions-réponses avec le petit point d'interrogation.
Et donc, ces propos introductifs étant faits, je vais maintenant passer la parole à Marc-André Sellos pour un voyage au cœur de l'univers microbien. Cher Marc-André, les microbes sont-ils vraiment et si importants dans notre vie? Alors, dans la vie d'un microbiologiste, ils sont très importants parce qu'ils permettent de gagner sa vie. Donc, c'est déjà une partie de la réponse. Mais en fait, c'est beaucoup plus important que ça. Moi, j'ai passé ma vie d'enfant à entendre des contes où les loups étaient méchants. Et on m'a appris que les chats étaient plutôt sympas et qu'on pouvait les caresser. Dans le détail, c'est pas si vrai que ça. Les loups sont pas si méchants et tous les chats sont pas gentils. Voilà. Et pour les microbes, j'ai pas reçu beaucoup de consignes. Et d'ailleurs, ces microbes, en fait, par défaut, du coup, j'ai reçu l'image collective qu'on a du microbe assez négative. Traiter quelqu'un de microbe, c'est pas très positif. Qu'est-ce que c'est qu'un microbe? Bon, objectivement, c'est quelque chose qui est microbio, un être vivant qui est petit. Ça recouvre quoi? Ça recouvre, dans un sens vraiment très large, les virus, mais certains hésitent à les mettre dans les microbes, on peut discuter ça. C'est surtout, et en tout cas pour tout le monde, les bactéries, qui font en gros un millième de millimètre, un millième, pardon, de millimètre de diamètre, des champignons qui font des filaments dont le diamètre est de 10 millièmes de millimètre, des amibes qui sont des grosses cellules qui se déforment et qui se déplacent, qui peuvent faire entre quelques millimètres, et puis pour les plus grands, les blobs jusqu'à plusieurs centimètres, mais ça c'est vrai, c'est plus des microbes, des ciliés, des choses comme ça. Enfin, bon, il y a une grande diversité morphologique, mais tout ça, ça a en commun d'être trop petit pour être vu, donc d'être microscopique. Or, ces mots de microbes ou de micro-organismes qui sont synonymes, qui remontent à la fin du 19e, sont un peu mal nés. Micro-organisme, il est un peu technique, on le doit à Deparville en 1878. Il n'est pas très connoté, mais il n'est pas très utilisé. Microbe est plus général, plus fréquemment utilisé. Et lui, il est donc Deparville, c'est 1876, hein, je ne sais pas si j'ai pas fait une coquille là. Microbe, c'est 1878, c'est Sédio, un médecin militaire, qui crée ce mot. Et c'est un mot qui va, dans la médecine, se connoter négativement. Effectivement, la fin du 19e et la suite de l'histoire au début du 20e, qui n'est pas l'histoire de Pasteur, qui avait une vision beaucoup plus nuancée, on va y revenir, des microbes, mais c'est des microbes dont nous parlent les médecins et c'est les fauteurs de troubles. Et d'ailleurs, quand on s'est demandé pourquoi les plantes vont mal, pourquoi les animaux vont mal, pourquoi les hommes vont mal, on a trouvé des microbes. Si on s'était posé la question de savoir pourquoi ils vont bien certains jours, on aurait trouvé des microbes aussi, je vais y revenir. Mais voilà, l'histoire, elle est là, hein. C'est que c'est comme pour les trains, hein. La plupart des trains arrivent à l'heure, mais on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, que ce soit aux 20 heures ou dans nos vies. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant comme sujet, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais des fois, c'est intéressant aussi de se demander pourquoi les trains arrivent à l'heure. Et notamment pourquoi le monde est monde, la vie est vie, la santé est santé. Et là, on trouve des microbes aussi, parce qu'ils sont partout, partout. Alors, je voudrais donner deux, trois exemples de leur rôle d'auxiliaire. Le rôle d'auxiliaire, c'est, bah, on va prendre un phénomène dont tout le monde a entendu parler, c'est la méthanisation. Vous savez, vous mettez de la matière organique à l'abri de l'air, et puis rapidement, il y a du méthane qui se dégage. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est une histoire de microbes. Vous avez des bactéries appartenant aux eubactéries qui sont en train de fermenter cette matière et qui font une fermentation à l'abri de l'air assez particulière qui produit du H2, de l'hydrogène gazeux, qui est toxique pour elles. Ils ne peuvent vivre qu'avec des bactéries qui appartiennent au groupe des archées et qui, elles, utilisent ce H2 et du CO2 pour fabriquer leur matière organique. Donc, ils vivent en fait de ce déchet en le faisant réagir avec du CO2 et qui donnent un sous-produit, un déchet, à leur tour, qui est le méthane. Donc, il n'y aurait pas de méthane sur Terre et il n'y en aurait pas dans nos méthaniseurs s'il n'y avait pas de microbes. Et vous savez, il y en a tellement partout de ces microbes-là que personne n'a jamais ensemencé un méthaniseur, hein, ça part tout seul. Bon, un autre exemple sur nos fermentations alimentaires. Fermentation que nous avons pratiquée bien avant de connaître les microbes. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de processus de préparation des aliments ont utilisé cette omniprésence microbienne, et une fois de plus, pour le meilleur. Quand nous commençons à avoir du lait, la plupart d'entre nous sont intolérants au lactose, ils ne peuvent pas digérer le lait, ben, ils font du yaourt et du fromage. Ils le font de façon parfaitement empirique parce que nous sommes à des époques qui remontent jusqu'à 5 6 000 ans avant le présent. Donc, des époques où effectivement on ne connaît pas les microbes, mais où par contre, bah, on va faire des fromages où les microbes en fait consomment le lactose et qui ont la grande vertu du coup de rendre le lait consommable à des gens qui ne sont pas tolérants au lactose.
De la même façon, on fait le rouissage du manioc, qui permet de détruire les composés qui engendrent du cyanure dans le manioc. De la même façon, on fait fermenter les céréales, et ça détruit les toxines des céréales qu'on appelle les phytates, qui provoquent des déminéralisations de l'organisme. Donc en fait, on a très rapidement utilisé les microbes pour rendre comestibles des aliments qui ne l'étaient pas, avec une autre vertu, c'est que quand on a des stocks faits à la belle saison, eh bien les vitamines s'oxydent dans ces stocks. Si par contre il y a de la vie microbienne parce que l'aliment est fermenté, il y a les vitamines des microbes. D'où la vieille règle que m'a enseigné ma femme polonaise de manger des cornichons fermentés en hiver. D'abord, c'est bon les cornichons fermentés, même si ça vous fait sourire. Je vois qui sont morts de rire, c'est pas drôle. C'est très sérieux le cornichon fermenté. Et c'est une source de vitamines. C'était connu empiriquement que c'était bon d'en manger à une époque où on ne connaissait ni les bactéries qui lacto-fermentaient ces cornichons, ni les vitamines d'ailleurs. Et puis la dernière chose, c'est que habités par les microbes fermentaires, les aliments ne se contaminent pas par des microbes indésirables. Je pense au listeria sur les fromages. Eh bien, la contamination par les listeria, elle est notablement diminuée par les microbes fermentaires et notamment par la diversité de microbes fermentaires qu'il y a dans un fromage au lait cru, bien plus que par les fromages industriels où le lait a été pasteurisé, où on a introduit une ou deux souches. Là, l'écran est moins fort. En fait, l'écran contre la contamination par des pathogènes est d'autant plus des organismes indésirables est d'autant plus fort qu'il y a une grande diversité, et on va y revenir, c'est un truc important, qu'il y a une grande diversité de microbes dans l'aliment fermenté, et c'est ce qu'assuraient les méthodes traditionnelles. Les méthodes actuelles ne l'assurent pas toujours aussi bien, cet aspect d'anticontamination. Mais revenons là-dessus, nos fermentations ont été empiriquement des façons de mobiliser des microbes pour détoxifier un certain nombre de toxines des aliments historiquement, pour avoir des aliments riches en vitamines, même quand ils sont stockés depuis longtemps, les vitamines microbiennes, et avoir également une protection contre les microbes indésirables. Mais vous savez, cette histoire où notre évolution culturelle rencontre des microbes pour un certain nombre d'opérations, j'ai cité la méthanisation, j'ai cité la fermentation, elle reflète en fait la généralité de la présence des microbes qui peuvent être mobilisés à n'importe quel moment dans n'importe quel processus, mais elle reflète aussi où elle est en parallèle avec notre évolution biologique, qui a aussi mobilisé des microbes, sans lesquels nous ne serions pas là. Je ne suis pas en train de discuter avec vous et nous ne serions pas en train de viser de microbes ou de conceptualiser les microbes si nous n'avions pas justement des microbes embarqués en nous, et je vais vous parler du microbiote. Le microbiote, d'ailleurs, par parenthèse, Pasteur avait pressenti son importance, qui, dans une discussion à l'Académie des sciences en 1895, dit, il le dit dans la discussion, à l'époque, les discussions sont retranscrites dans les actes et les publications de l'Académie. Il dit que, à son avis, si jamais on arrivait à nourrir des animaux avec des substances pures, c'est-à-dire dépourvues de microbes, sans doute ils en mourraient. Alors, on a dit 1885, hein, j'ai dû encore faire une erreur sur la date, et en 1896, il y a un article qui va montrer qu'on arrive à entretenir des rats axéniques, c'est-à-dire sans microbes, ils survivent. Et aujourd'hui, on sait très bien entretenir des souris dépourvues de microbes, mais alors, elles vont pas très bien. Elles survivent, oui, mais elles vont pas très bien. Donc Pasteur avait tort, on peut survivre sans microbes, mais il avait raison, on vit pas bien sans microbes, il l'avait pressenti. La science pasteurienne, n'est-ce pas, c'est pas la science du tout stérile. D'ailleurs, Pasteur est devenu microbiologiste en étudiant les fermentations alimentaires. Il a aussi beaucoup travaillé sur le vin, et il savait bien qu'il y avait des microbes profitables, hein. C'est pas Pasteur qui nous a appris que les microbes étaient mauvais. C'est peut-être un excès de médecine, n'est-ce pas? En tout cas, quoi qu'il en soit, j'en arrive maintenant à cet exemple que je veux détailler un peu, notre microbiote, celui que vous et moi abritons. Nous avons 10 000 milliards de cellules. Nous abritons 10 000 milliards de microbes. Alors, comme leurs cellules sont plus petites que les nôtres, vous savez, les nôtres en diamètre, elles sont plutôt vers 10, 100 millièmes de millimètre, et donc les microbes ont des cellules moins grandes d'un facteur 10 au moins dans leur dimension linéaire, et donc en volume 1000 fois moins volumineuse. Donc on embarque, vous et moi, chacun 1 kilo à 2 kilos de microbes, notamment dans l'intestin. C'est pas bien énorme. Et ils sont répartis à la fois dans nos cavités, donc on parlait de l'intestin, qui à lui seul contient 10 000 milliards de microbes, autant que nous avons de cellules. Mais en plus, nous en avons aussi sur nos surfaces, notre peau en particulier, et nos autres cavités, vagin, oreille, nez, poumon, bouche. Sur la peau, on en a 1000 milliards. Sur, dans les autres cavités de notre organisme, on est plutôt aux alentours de 100.
milliards. Alors, c'est des quantités assez faramineuses, mais ce qui est faramineux surtout, c'est le nombre d'espèces. Regardez un instant Hélène, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir encore son visage. Hélène, qui est une personne bien lavée, avec une hygiène moderne tout à fait standard, elle porte de 8 à 10 000 espèces de microbes. Ce sont surtout des bactéries, mais c'est aussi des levures, notamment sur la peau. Alors les levures, hein, c'est le nom qu'on donne à des champignons unicellulaires qui ne font pas de filaments microscopiques, mais dont les cellules, quand elles se divisent, au lieu de rester alignées en filaments, se séparent les unes des autres. Et dans notre microbiote, les champignons sont surtout représentés par des levures. On connaît très peu la partie de notre microbiote qui est faite de virus, donc on ne va pas en parler. Mais en tout cas, vous voyez que nous sommes habités, nous sommes un zoo. La biodiversité, ça commence quand je dis je, ça commence en nous. Et c'est même plus qu'un zoo, cette histoire-là, parce qu'un zoo avec 8 000 espèces à voir, je n'en connais pas. Donc, c'est ce dont je parle dans Jamais seul, hein, c'est que aussi bien les animaux que les plantes sont des immeubles à microbes. Et ces microbes, moi, quand j'ai fait mes études, on me disait, oui, ce sont des commensaux. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'en gros, ils se profitaient d'être en nous, ils mangeaient des restes de peau, ils mangent dans notre tube digestif, mais pour nous, c'est assez neutre. C'est pas délétère, c'est plutôt neutre. C'est pas ce que pensait Pasteur, hein. Et là, Pasteur avait raison. On sait très bien qu'ils ont des rôles multiples. Ils nous aident à digérer, ils nous aident à nous protéger des agressions des autres microbes, des microbes indésirables. Ils nous aident aussi en dialoguant avec le système immunitaire. C'est ce qui fait qu'en milieu hospitalier, d'ailleurs, aujourd'hui, on ne désinfecte plus les plaies quand on change les pansements. On rince éventuellement, mais on ne désinfecte les plaies qu'initialement parce qu'on sait très bien que quand elles sont colonisées par les microbes habituels de la peau, eh bien, on augmente les vitesses de cicatrisation d'un facteur 1,5 à 2 parce que ces microbes dialoguent avec le système immunitaire et rendent plus opérants les processus qui impliquent le système immunitaire qui sont liés à la cicatrisation. Et puis ces microbes ont aussi des effets en dialoguant avec notre système nerveux, notamment ceux de l'intestin, soit par le biais des neurones qui vont de l'intestin au cerveau et au système nerveux central, soit par le biais de circulation de substances par le sang, soit même d'ailleurs en modifiant les cellules du système immunitaire qui circulent dans l'organisme, ils ont des effets sur notre fonctionnement intellectuel. Et vous savez comment on sait ça? Ben, c'est qu'en fait, on s'est aperçu des cas où ça marchait plus. En fait, dans la modernité où nous sommes protégés, et Dieu merci, d'un tout un tas de microbes pathogènes et où l'hygiène a permis d'améliorer la santé, eh bien nous sommes tellement privés de microbes, en gros on estime que on a entre 1,5 et 3 fois moins de diversité microbienne que nos ancêtres. Ça ne veut pas dire qu'on a moins de cellules de microbes, hein, ça veut dire qu'on a 1,5 à 3 fois moins d'espèces de microbes. Eh bien, non seulement dans les microbes qu'on n'a plus, bien sûr, on a retiré les microbes indésirables, et ça, il faut pas revenir en arrière, surtout pas, mais on a retiré un certain nombre de microbes qui nous aidaient à fonctionner. Et c'est un peu comme un jeu de Jenga, à la fin, il y a certaines fonctions que remplissent ces microbes, où on a retiré tous ceux qui remplissaient la fonction, et ça dysfonctionne. Les maladies de la modernité, qui touchent un Européen sur quatre dans notre époque actuelle, elles sont en partie liées au microbiote, ou plutôt à son absence de diversité. Je les liste, hein, il y a les maladies du métabolisme, diabète, obésité, les maladies du système immunitaire, allergies, asthme, ou encore quand le système immunitaire attaque l'organisme, les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou la maladie de Crohn. Et puis il y a les maladies du système nerveux, troubles autistiques, Alzheimer, Parkinson, burn-out aigu. Dans toutes ces maladies, les causes sont multiples. Il y a des causes génétiques, il y a des causes environnementales, la façon dont on vit, tout ne se résume pas au microbiote. Mais la plupart du temps, les malades ont un microbiote qui est beaucoup moins diversifié, autant de cellules, mais moins d'espèces, que celui des individus sains. Et quand on donne le microbiote d'individus malades à des cellules à des souris, pardon, qui sont élevées au laboratoire et qui n'ont pas de microbes, on fait un transfert fécal, c'est-à-dire qu'on prend les bactéries fécales, les fécesses, hein, les excréments des gens qui sont atteints de ces symptômes, de ces maladies, et on donne ça, on met ça dans le tube digestif de souris qui n'ont pas de microbes, eh bien les souris développent trop de sucre dans le sang, une prise de poids, moins d'interaction avec les voisins si le microbiote vient de quelqu'un qui souffre de troubles autistiques. Bref, elles développent des symptômes qui ressemblent. Et bien plus, dans toutes les maladies que j'ai citées, on a des travaux, alors en milieu hospitalier, hein, parce que ça ne se fait pas à la maison, ça. On a transféré le microbiote d'individus sains à des individus malades, présentant les symptômes, et on a vu que ça améliorait leurs symptômes. Ça diminuait leurs symptômes. Et en fait, ça ne dure pas.
ce qui montre qu'il y a d'autres causes. Et si on suit l'évolution du microbiote des individus qui ont reçu ce transfert fécal, on s'aperçoit qu'au début, lors du transfert, ils ont la diversité du donneur, puis petit à petit, ils redérivent vers la composition associée à l'état pathologique. Et cette dérive s'opère avant le retour des symptômes à leur paroxysme, ce qui indique bien un lien causal. Bref, aujourd'hui, c'est un des endroits où la disparition de la biodiversité nous affecte le plus. C'est celle de notre microbiote qui nous prépare, entre autres facteurs, bien sûr, qui sont environnementaux, génétiques, historiques, etc., à tomber dans ces maladies de la modernité. Et vous voyez qu'il y a là quelque chose qu'il faut vraiment arriver à faire, c'est à retrouver un degré de contamination qui, sans nous rendre malades, nous permette d'être en bonne santé. C'est ce que j'appelle la saleté propre. Le degré de saleté qui est plus propre. Alors ça veut dire quoi? Bon, on ne va pas entrer dans le détail. Il y a un très bon livre qui s'appelle Jamais seul et qui raconte les perspectives qu'on peut adopter, mais c'est pas la peine de se nettoyer trop. Trop se nettoyer et trop user de gel hydroalcoolique, sauf en période de grippe et de gastroentérite, ça ne fait qu'abîmer la peau. Mettre des crèmes sur la peau qui contiennent des émulsifiants ou des conservateurs, ça abîme le microbiote, ça abîme la peau. Et d'ailleurs, souvent, ça conduit à acheter d'autres crèmes. Quand on mange, eh ben, c'est pas la peine de manger que des trucs qui sont cuits. C'est pas la peine non plus de manger des choses qui contiennent trop d'émulsifiants, trop de conservateurs, parce que c'est pas bon pour notre microbiote. Et il faut manger beaucoup de fibres, parce que les fibres alimentaires, c'est ce que consomme notre microbiote. Et il faut manger 5 fruits et légumes par jour, 5 portions de 90 grammes par jour pour cette raison, et essayer de viser 20 à 25 espèces différentes de fruits ou légumes ou champignons ou céréales par semaine. C'est plus dur en hiver, il faut des conserves, mais c'est à ce prix-là qu'on peut entretenir son microbiote. Et vous voyez que ça, c'est tout simplement de la prévention de tout un tas de dysfonctionnements. Ça réduit même le risque de cancer. Parce que en régulant notre système immunitaire, notre microbiote limite les risques qu'apparaissent des états inflammatoires qui sont souvent des états qui prédisposent à des cancers. Bref, vous voyez que la biodiversité, ça a une utilité, ça a un rôle, et que les microbes et leur diversité nous construisent ou nous détruisent, et ce que j'appelle la saleté propre, c'est naviguer sur cette ligne de crête où nous éliminons les indésirables, car il est tout à fait vrai que tout aussi bien que les loups peuvent être dangereux et les chats sont moins dangereux en moyenne, il y a des mauvais microbes et des bons microbes. La saleté propre, c'est naviguer sur la ligne de crête où on a éliminé les indésirables en gardant les désirables. Aujourd'hui, nous sommes trop propres car nous avons des microbes, une vision négative. Et cette vision négative, il faut absolument se la retirer du crâne. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on nous vend des produits pour les toilettes, des produits d'entretien, des produits pour se rincer la bouche ou se nettoyer la peau, qui tuent 99,99% des bactéries. Eh bien, je dis à nos auditeurs, quand vous lisez ça, alors que c'est un argument publicitaire, et il n'est pas choisi au hasard, effectivement, il résonne positivement dans l'opinion, vous ne l'achetez pas. C'est évident que c'est plus cher, puisqu'il y a des produits qui font ce rôle bactéricide, et c'est évident que ce n'est pas pour vous. Ça n'est pas pour vous, à moins que ce soit une prescription médicale. Voilà, c'est tout. Et ça montre combien nos représentations culturelles ont, d'une époque où l'hygiène, qui est un code culturel, pardon, oui, je devrais dire la propreté, qui est un code culturel, était bien en dessous de l'hygiène. Mettons que l'hygiène soit quelque chose de médical. C'est ce qui permet de vivre bien. Nous sommes partis d'une époque où la propreté culturelle n'était pas du tout en phase avec l'hygiène. Nous étions trop sales pour être finalement bien portants. Et nous sommes arrivés à une époque où notre propreté au sens culturel est trop excessive et a dépassé les exigences de l'hygiène au sens médical. Il faut réapprendre la saleté propre car les microbes ne sont pas que des problèmes, ce sont aussi des solutions. Finalement, les microbes sont, à l'image de la biodiversité en général, ils sont positifs ou négatifs, ils sont là de toute façon, et on ne peut pas faire sans eux. Et c'est une chose dont il faut se rappeler à propos de la biodiversité, c'est qu'avant tout, c'est elle qui façonne le monde où nous pouvons vivre et vivre bien. Alors, cette façon de revisiter nos idées reçues et nos images, nos imaginaires culturels. J'en parle beaucoup dans un bouquin que j'ai publié l'an dernier, Nature et préjugés, hein, où j'essaie de démolir un certain nombre, ou de reconstruire un certain nombre d'idées reçues. L'idée, c'est que, vous voyez que un Européen sur quatre avec ces maladies de la modernité, clairement, il y a une urgence même financière, hein, et puis une urgence de bien-être et une urgence médicale à revisiter les idées reçues
Et notamment, il y a une urgence à revisiter notre vision des microbes parce que ce sont des belles au bois dormant de l'hygiène, de l'action de l'industrie de demain. Et c'est cette belle au bois dormant que moi je voudrais vous inviter à embrasser pour la réveiller. Voilà. Merci beaucoup, Marc-André, pour ces propos qui nous invitent donc à nous réconcilier avec les microbes, ou en tout cas à les envisager d'une manière sans préjugés. Et je vais, pour qu'on ait un maximum de temps d'échange avec nos participants, passer la parole à Hélène Soublé. Chère Hélène, l'IPBES, on appelle encore souvent le GIEC de la biodiversité, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe de scientifiques, nous a encore alerté, fin 2024, sur le fait que tout est lié et que tout est relié. La biodiversité, l'eau, l'alimentation, la santé. Marc-André a commencé à l'évoquer. Et dans ce contexte, pour toi et pour l'avenir, est-ce que les microbes amis seront plus nombreux que les microbes ennemis? Alors merci, merci Sandrine pour cette question à laquelle je vais essayer de répondre. Alors pas sans filet comme Marc-André, moi je ne suis pas encore capable de faire ça. Donc je vais vous partager mon écran avec voilà, hop, j'espère que vous voyez. Hop, il faut que je mette le diaporama. Voilà. Donc évidemment, je suis obligée de remonter. Alors voilà. Donc je vais essayer de répondre à la question. Alors tout d'abord, je répondrai à la question par cette publication qui date de 2018 et qui avait essayé de quantifier en fait la répartition de la biomasse, c'est-à-dire la masse des organismes vivants, comment est-ce qu'ils sont répartis et donc comment ils ont compté ça. En fait, ils ont regardé, ils ont ramené ça au tonnage de carbone dans les éléments vivants, dans les groupes d'êtres vivants. Et donc, ce qu'ils ont d'abord noté, hein, c'est que nous sommes dans un monde de plantes. Le carbone est majoritairement stocké dans les plantes, même si dans les plantes, toutes les parties des plantes ne sont pas vivantes, mais globalement, ça fait, vous voyez, 82% du carbone des êtres vivants, c'est les plantes. Et vous voyez que le groupe qui arrive juste après, ce sont les bactéries. Donc déjà, on a un premier élément de réponse à la question de Sandrine, hein, c'est-à-dire heureusement que la majorité des bactéries ne sont pas néfastes et ne sont pas nos ennemis, parce que sinon, je pense qu'on ne serait pas du tout vivant. Nous, vous voyez, on n'apparaît quasiment pas, hein, on est dans les animaux, là, quelque part, à 0,37% de la biomasse des êtres vivants. Et vous voyez qu'on est largement en dessous des bactéries, des champignons, des archées, des protistes, et évidemment des plantes. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, on connaît très peu ce monde microbien, hein, c'est ce que j'ai écrit quelques chiffres à côté, plus de 400 nouveaux pathogènes qui sont apparus donc chez l'homme au cours des 5 dernières décennies, donc de 50 ans, et là-dedans il y a un peu de tout, des virus, des bactéries, des protozoaires, des champignons. On a beaucoup d'inconnus sur ce monde microbien, hein, on en connaît à peine 1%, et on estime sur les 12 millions d'êtres vivants qu'on estime être présents sur Terre aujourd'hui, en réalité, on pense que ce chiffre est largement sous-estimé parce que dans les 12 millions, on a évidemment identifié les plus gros, les plus visibles, et ceux avec lesquels on a le plus d'interactions, et on n'avait pas noté, comme l'a bien dit Marc-André, qu'on avait beaucoup d'interactions avec les micro-organismes. Et donc, par exemple, chez les virus, 1,7 million de virus qui n'ont pas encore été découverts. Donc ça, c'est les estimations scientifiques. Et parmi lesquels on a quand même un certain nombre de virus qui pourraient infecter l'être humain, ce qui est probablement pas le cas des bactéries qui ont la capacité, qui ont un peu plus la capacité de vivre sans nous, ce qui n'est pas le cas du virus. Alors, du coup, c'est vrai qu'au départ, on avait considéré que ces micro-organismes étaient plutôt quelque chose dont il fallait se prémunir. Donc, un certain nombre de réponses ont été apportées. Et donc, notamment, on a beaucoup parlé de l'approche une seule santé, c'est-à-dire tout est lié, en effet, la santé humaine, la santé des animaux, de nos animaux, notamment les animaux domestiques qu'on consomme ou qui sont nos compagnons, et puis la santé de l'environnement avec un objectif quand même qui était relativement anthropisé, c'est-à-dire le but là-dedans, c'est de protéger la santé humaine et éventuellement la santé animale. Mais finalement, le pilier santé-environnement n'était pas vraiment totalement concerné. Et ça, c'est un peu dommage quand on connaît la répartition de la biodiversité et le rôle important des microbes, des micro-organismes dans l'environnement et leur implication sur la santé, on le verra un peu plus tard.
L'OMS a fait un beau travail hein, pour essayer de voir comment est-ce que notre santé était liée à la biodiversité. Je vous recommande de lire cette publication qui date de 2021, hein, donc un aperçu en fait des interconnexions entre la nature, la biodiversité et la santé, en notant déjà à l'époque qu'évidemment il y avait ces problématiques de zoonoses, de maladies infectieuses et du microbiote, mais que finalement tout ça c'était dans quelque chose d'un peu plus global, avec une vision un peu plus holistique sur d'autres effets de la biodiversité, de la modification de l'environnement sur la santé. Donc on a quand même un quart du problème qui est lié à des émergences infectieuses ou des pathologies liées à la pauvreté du microbiote. Et quand on regarde un petit peu plus loin, on se dit que finalement, cette nouvelle approche, elle pourrait être challengée parce que lorsqu'on s'intéresse à des questions de santé, et surtout lorsqu'on a une approche un petit peu trop anthropisée, c'est-à-dire notre objectif ne sera que la protection de la santé humaine ou la santé animale, on risque quand même de passer à côté d'autre chose, c'est-à-dire le fait que, comme tout est lié, si on dégrade l'environnement ce faisant, en voulant protéger la santé animale ou la santé humaine, par exemple par des traitements qui seraient trop destructeurs de notre microbiote et trop destructeurs de l'environnement, eh bien, on va finir par avoir des soucis à rebours sur la santé, sur notre propre santé. Et donc, ce que propose l'IPBES, comme l'a dit Sandrine, hein, c'est une approche beaucoup plus globale qui va regarder à la fois les aspects de santé humaine, les aspects de quantité et de qualité de l'eau, les aspects de la nourriture, qui est aussi important pour notre santé. Tout ça donc dans un contexte où on protège aussi la biodiversité et où on protège notre climat hein, pour que les effets du changement climatique ne soient pas trop délétères. Donc ce rapport est sorti en décembre dernier. On a accès pour l'instant au résumé pour décideurs qui montre bien ces interrelations et qui montre que, comme tout est lié, en fait, ne s'occuper que de deux piliers ou ignorer une grosse partie du pilier environnement qui est la partie microbienne, ce serait vraiment une erreur. Donc, quelques exemples à cette occasion. Enfin, décidément, j'ai du mal avec. Voilà, quelques exemples à cette occasion pour montrer en fait pourquoi est-ce que et comment est-ce qu'on peut prévenir finalement ces problématiques de santé. Donc, on va parler principalement donc, des deux aspects qui sont les aspects microbiens, hein, les infections, les pathogènes, enfin les maladies infectieuses et les problématiques liées à l'absence ou la dégradation du microbiote. Donc pour les pathologies infectieuses, alors pourquoi est-ce que les pathologies infectieuses, on s'en occupe principalement? C'est parce que ce sont des événements qui sont brutaux et massifs. Et donc, on va s'y intéresser en termes de santé publique. On va s'intéresser à l'influenza aviaire, on va s'intéresser à la Covid, on va s'intéresser au sida, on va s'intéresser à d'autres pathologies comme le paludisme, par exemple, ou Ebola, parce que, en fait, ça va provoquer des émergences épidémiques qui sont des émergences qui sont donc mortelles pour la plupart, à divers degrés, mais mortelles pour l'humain et qui font peur. Et donc, on va s'intéresser à ces virus-là, à ces bactéries-là, euh, avec des mesures qui peuvent être un peu draconiennes parfois. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut prévenir finalement ces maladies et ces émergences infectieuses, on a la possibilité d'agir sur plusieurs aspects de la propagation ou de l'émergence. Le premier aspect, c'est le danger, c'est agir sur le virus, la bactérie, le champignon, pathogène. Mais quand j'agis sur le danger, finalement, vous voyez, si on remet en perspective le nombre de bactéries qui nous entourent, on va se dire déjà, il faut que je sois sûr d'agir sur la bactérie pathogène et pas la bactérie qui est amie. Et puis en réalité, on va avoir du mal parce que donc ça représente 70 gigatonnes de carbone, c'est énorme. Nous, on est beaucoup plus, on a beaucoup moins de biomasse. Et donc, finalement, est-ce que je ne vais pas conduire à des déséquilibres importants des écosystèmes si j'essaye de m'attaquer au danger? Donc, plutôt que s'attaquer au danger, on peut s'attaquer à deux autres choses qui sont l'exposition, c'est-à-dire l'humain il peut y avoir un danger, mais si l'humain n'est pas en contact avec ce danger, finalement, il risque rien. Une maladie qui se déclencherait en Afrique, en France, on n'est pas concerné. Donc ça, c'est l'exposition. Puis évidemment, on peut s'intéresser aussi à la vulnérabilité des individus et des populations, et notamment leur accès ou pas à des structures de santé. Quand on regarde, décidément, quand on regarde en fait comment est-ce que je peux faire pour m'attaquer à l'exposition, une des clés qui émerge assez vite hein, quand on s'intéresse aux maladies infectieuses, c'est l'aspect déforestation, puisque l'aspect déforestation, en fait, on a de plus en plus de preuves scientifiques qui montrent que
la déforestation induit des destructions d'écosystèmes qui eux-mêmes induisent des augmentations des émergences infectieuses. Donc, je propose plusieurs exemples. Là, c'est le premier exemple, c'est sur une maladie qui est une maladie qui affecte la peau, donc la leishmaniose cutanée, qui peut être assez invalidante, hein, avec des grandes plaies sur l'ensemble du corps, notamment chez les enfants ou les malades déjà immunodéprimés, qui touche quand même plus de 900 000 personnes dans le monde chaque année, hein, donc ce n'est pas une maladie anecdotique. Et donc là, les chercheurs ont regardé, ont essayé de rapprocher finalement des désordres environnementaux, des changements climatiques, la démographie humaine et donc ces émergences de cas. Et donc, comment ils ont réussi à faire ça, en fait, puisqu'avant, on pensait la leishmaniose infectieuse, c'est une maladie qui est transmise par un vecteur, donc un moustique. Donc, on pensait que l'augmentation du nombre de cas était due au changement climatique, puisqu'on le sait, les moustiques sont favorisés par un environnement plus chaud. Et en réalité, en relocalisant les malades dans leur village d'origine, en Guyane, enfin dans le bassin amazonien, ils se sont rendus compte que finalement toutes ces maladies, toutes ces émergences étaient liées dans une relation de corrélation avec des déforestations antérieures et que donc probablement la modification de l'environnement a joué un rôle très important et dans un certain nombre de cas, notamment en Guyane française, la causalité donc, a été reliée à plus de 70% à la destruction de l'environnement. Donc à la densité de population et à la destruction, à ce qu'ils appellent l'empreinte humaine, c'est-à-dire les zones forestières extrêmement perturbées par la déforestation. Un autre exemple, c'est donc un exemple, cette fois-ci, c'est plus une bactérie, mais c'est un champignon, donc avec un nom complètement imprononçable comme la majorité des champignons, hein, Batrachotrychium dendrobatidis, qui infecte donc les amphibiens. Alors la particularité de ce champignon microscopique, c'est qu'il a des zoospores flagellés. C'est un champignon qui est aquatique, qui vit dans l'eau et donc il peut se déplacer grâce à ces spores qui ont un petit flagelle, là, un peu comme un spermatozoïde. Et donc ils vont infecter la peau des amphibiens. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec notre santé? Alors, avec la santé des amphibiens, là, on le voit bien, hein, parce que évidemment, c'est aussi très invalidant. C'est un peu comme la leishmaniose cutanée. Ça va détruire l'ensemble de la partie kératinisée de leur peau et donc, du coup, vont avoir des difficultés à survivre. Donc, ça menace d'ailleurs un certain nombre d'espèces d'amphibiens dans le monde entier. Et puis, finalement, ce champignon, eh ben, en tuant les grenouilles, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, on peut le voir donc sur le schéma que j'ai fait là, et ça a été documenté par un certain nombre de publications scientifiques. On a prolifération du champignon qui entraîne déclin des amphibiens, qui entraîne donc augmentation des moustiques, puisque vous le savez, les amphibiens sont des prédateurs de moustiques, s'en nourrissent pas mal, et donc l'augmentation des moustiques, comme le changement climatique, va provoquer des cas supplémentaires de maladies. Là, en l'occurrence, c'était le paludisme, hein, en Amérique centrale. Donc, augmentation des cas de paludisme, voilà, de 1 pour 1000 environ, hein, entre 0,76 et 1,1 cas pour 1000. Donc, évidemment, quand on s'intéresse à la cause de l'augmentation et de la prolifération de ce Batrachotrychium, eh ben, on se rend compte que ce sont des changements environnementaux, qu'il y a probablement quand même un événement d'introduction de ce champignon, notamment dans divers endroits du monde à partir d'une émergence. On se rend compte aussi que ce champignon, en réalité, il était présent depuis très longtemps dans les populations d'amphibiens, sur leur peau, probablement commensal au départ, et puis finalement des modifications d'environnement l'ont transformé en parasite ou en pathogène. Et que donc le déclin des amphibiens, c'est un déclin qui est somme toute assez récent par rapport à la cohabitation entre ce champignon et les amphibiens, et que les causes de ce déclin, c'est probablement bien les causes environnementales avec des changements environnementaux. Et donc sur la courbe que vous voyez ici, on peut voir très clairement avec l'inflexion ici, c'est donc l'apparition du champignon et l'augmentation du nombre de cas de maladie ici qu'on peut voir sur les populations humaines. Donc évidemment, ça pose le problème de la prévention, c'est-à-dire comment est-ce que je peux prévenir ce genre d'apparition. Et donc évidemment, là, on repart sur la cause, l'ennemi réel, en fait, hein, qui n'est pas la bactérie, qui n'est pas le champignon, qui n'est pas non plus évidemment l'amphibien, qui n'est même pas le moustique, mais qui est probablement le changement environnemental trop massif et les désordres qu'on applique à notre environnement. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est une maladie donc, qui est présente chez nous, qui est aussi beaucoup présente aux États-Unis. D'ailleurs, la majorité des publications scientifiques, hein, sur la maladie de Lyme et des relations de cause à effet entre les problématiques environnementales, l'impact sur la biodiversité et l'augmentation de la maladie sont aux États-Unis. Néanmoins, on a un certain nombre de publications, notamment des publications en Europe du Nord, qui montrent qu'on a quelque chose qui pouvait sembler paradoxal au départ, c'était
que lorsqu'il y a présence de renards dans un écosystème, on a une diminution du nombre de tiques infectés par la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme, qui est donc cette bactérie est présente dans les tiques. Mais finalement, quand il y a des renards, il y a toujours autant de tiques. Parfois même il y a plus de tiques, mais par contre, elles sont moins infectées par la bactérie. Donc, évidemment, une tique pas infectée, ça ne transmet pas la maladie de Lyme. Ça mord, mais ça ne transmet pas la maladie de Lyme. Et donc, les chercheurs ont commencé à essayer de comprendre pourquoi. Et donc, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, l'augmentation du nombre de tiques, elle était déjà documentée. Elle est documentée parce qu'on a une augmentation du nombre d'animaux qui sont capables d'être des hôtes pour les repas de sang des tiques, hein, qui ont besoin de faire 3 repas de sang au cours de leur cycle, un au niveau du stade larvaire, un au niveau du stade nymphal, un au niveau du stade adulte. Mais des hôtes sont plus ou moins compétents pour transmettre la bactérie. Et donc, lorsque les hôtes sont incompétents, par exemple les cervidés, les humains ne sont pas compétents pour transmettre la bactérie. Donc, ils vont participer à l'augmentation du nombre de tiques, enfin, surtout les cervidés, pas vraiment les humains. Mais par contre, ces tiques, ces tiques ne seront pas infectées par la bactérie si elles n'étaient pas infectées avant, au stade nymphe, par exemple, au stade nymphal. Et donc, les renards, en fait, comment est-ce qu'ils agissent pour diminuer cette infection? Eh bien, ils vont provoquer ce qu'on appelle le paysage de la peur. Eux, leur proie, c'est les hôtes compétents. Les hôtes compétents sont des micro-mammifères, hein. Aux États-Unis, ça a été très bien documenté. La souris à pattes blanches, qui est favorisée par les environnements dégradés et notamment la diminution du nombre de forêts, ou tout au moins la diminution de la surface des forêts. Quand les forêts font moins de 2 hectares, il y a plus de souris à pattes blanches, il y a moins des autres espèces et surtout, il y a moins de renards. Et donc, ces renards introduisent le paysage de la peur. Et il y a moins de relations sociales entre les micro-mammifères qui vont moins aller se rencontrer. Et comme ils se rencontrent moins, en fait, si un mammifère est infecté par la borrélie, enfin, est porteur de la borréliose, de la borrelia, pardon, la bactérie, eh bien, en fait, sa tique ne va pas pouvoir transmettre à un autre mammifère, lui qui pourrait ne pas être porteur, et donc transmettre comme ça la borrelia au fur et à mesure des chaînes de transmission. En fait, cette borréliose va rester cantonnée à l'animal qui est atteint et pas aux autres. Et ça, c'est dû au renard. Évidemment, le renard, il va également manger un certain nombre de micro-mammifères. Évidemment, il ne mange pas des cervidés et pas encore des humains. Mais du coup, ça va réguler la transmission de cette maladie. Donc ça, c'est assez intéressant comme principe. Et ça montre que lorsqu'on s'intéresse à la biodiversité, lorsqu'on s'intéresse à la protection de la biodiversité, là, en l'occurrence, la protection de chaînes trophiques un peu complexes, eh bien, en fait, on peut avoir des effets positifs sur les maladies. Alors évidemment, ça, c'est valable pour la maladie de Lyme. Ce n'est pas valable pour l'ensemble des maladies. Sur la maladie de Lyme, on a aussi beaucoup parlé de l'effet de dilution, c'est-à-dire qu'ici, à ce stade-là, surtout nymphal, quand vous avez beaucoup de micro-mammifères différents, vous pouvez avoir au sein de ces nombreux micro-mammifères, ces nombreuses espèces différentes, des espèces incompétentes et des espèces compétentes. Évidemment, si vous transformez l'environnement et que vous favorisez de façon bien involontaire les espèces compétentes, et ben, du coup, à chaque fois que la tique va aller sur une espèce, elle sera face à une espèce compétente pour lui transmettre l'éventuelle borrelia qu'elle portera. Une autre conclusion, enfin une conclusion plutôt sur ces maladies infectieuses, c'est que on a malheureusement la régulation de ces pathogènes par la biodiversité qui n'est pas du tout pris en compte par les politiques publiques. Et donc l'aspect déforestation est relativement important et va conduire certains pays à déforester énormément. Alors là, c'est juste, bon, je ne détaille pas ça, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, entre la déforestation nationale ou la déforestation domestique et la déforestation exportée dans d'autres pays. Donc, par exemple, la France, hein, vous voyez, on déforeste très peu chez nous en bleu, mais par contre, on déforeste beaucoup chez les autres. Donc voilà, donc, il y a une responsabilité finalement de ces pays à maîtriser leur déforestation, notamment dans les zones de forte biodiversité. Puisque si cette déforestation est responsable d'une transmission d'un certain nombre de zoonoses, il faut aussi imaginer le coût social que ça a et le coût économique, hein, puisqu'on a certaines publications qui montrent que depuis 1918, ça nous a déjà coûté cette petite affaire 212 milliards de dollars, c'est quand même pas négligeable, et que probablement que dans des circonstances avec un changement climatique qui va augmenter, une densité humaine qui augmente, une destruction continue de l'environnement, on devrait avoir d'autres pandémies avec des cas qui pourraient être plus ou moins catastrophiques. Donc la perte de diversité du microbiote, alors là, je ne vais pas trop m'étaler parce que Marc-André en a beaucoup parlé, hein, donc évidemment beaucoup de liens entre un microbiote
enfin, peu diversifiés et des pathologies. Et ces liens, en fait, qui peuvent s'expliquer aussi par une absence d'enrichissement du microbiote lorsqu'on n'est pas en contact avec un environnement biodivers. Et donc, ça peut être le cas. Là, c'est le cas d'une étude finlandaise dont je vous donnerai la conclusion plus tard. Donc, avec des enfants qui sont dans des cours d'école où ils sont dans des environnements très bétonnés, hein, avec surtout, on veut les protéger de tout. Donc, on enlève la terre, c'est sale d'ailleurs. On enlève tout ce qui peut être biodivers pour éviter un certain nombre de problèmes, y compris d'ailleurs les proliférations des rats dans les villes, hein, puisque quand on ajoute des espaces verts, il y a prolifération de rats. Mais on enlève aussi toute une opportunité, des possibilités de contact avec la biodiversité. Un autre aspect qui est important aussi à prendre en compte, c'est l'homogénéisation biotique et c'est l'impact en fait de notre emprise, de notre empreinte humaine sur le monde. Donc là, trois cartes rapidement hein, pour présenter l'ampleur de cet impact. La carte ici, donc en haut à gauche, c'est l'appropriation humaine de la biomasse, hein, c'est-à-dire combien l'homme prélève pour ses propres besoins. Donc vous voyez que c'est quand même globalement réparti sur le monde, globalement localisé dans les zones agricole. Et donc, on prélève énormément de biomasse, hein, de 60 à 80% de biomasse, parfois plus dans un certain nombre de cas. Alors, il y a des incertitudes affectées à ces données, et puis en plus, comme c'est au niveau global, mais quand même, ce qu'il faut bien noter, c'est on prélève beaucoup pour les besoins humains et qu'on a peut-être oublié que l'environnement avait aussi besoin de cette biomasse. C'est du carbone, c'est de la nourriture pour un certain nombre d'animaux, nous y compris, et un certain nombre d'autres micro-organismes. Donc, si on prélève de la biomasse, ben, on perd du carbone. Si on perd du carbone, ben, on perd des espèces en violet, hein. Donc, les zones de perte d'espèces, vous voyez, c'est à peu près la même localisation. Et les zones qui restent sauvages, finalement, avec une biodiversité fonctionnelle et complète, sont de plus en plus réduites et sont surtout cantonnées aux forêts tropicales, donc aux zones tropicales, et puis aux zones inhospitalières comme les déserts ou les zones froides. Et donc, cette problématique d'homogénéisation de l'environnement, parce que quand on introduit de l'agriculture, on a tendance à appliquer les mêmes pratiques partout hein, dans le monde, qu'on soit en Inde ou qu'on soit aux États-Unis ou en France. Et donc, du coup, en fait, ces mêmes pratiques agricoles, ici, c'est juste un exemple alors, c'est pas l'ensemble des pratiques agricoles, mais c'est des fauches. Si on applique des fauches sur des écosystèmes très biodivers, ici des écosystèmes de montagne avec des flores très diversifiées, on finit par avoir au final des paysages qui sont très dominés par les graminées et qui sont très peu diversifiés. Et le problème de ces peu de diversification, c'est qu'on va avoir en fait ce qu'on appelle donc l'homogénéisation biotique des écosystèmes et une sélection d'animaux qui vont être plus ou moins porteurs de pathogènes qui sont susceptibles de contaminer l'homme. Et donc, en fonction du gradient d'anthropisation, c'est-à-dire les milieux secondaires relativement peu gérés, par exemple un milieu agricole diversifié avec des forêts, les milieux fortement gérés comme un champ de monoculture intensive ou les milieux urbanisés où là, vraiment, l'empreinte humaine est très importante. Ben, vous voyez sur ce graphique-là qu'on a à la fois par rapport au zéro, qui est le milieu naturel ou pseudo-naturel, moins d'animaux au fur et à mesure qu'on se promène sur ce gradient, et qu'en plus, ces animaux, ils sont de plus en plus violets. Hein, donc, quand ils sont en dessous de la ligne, là, c'est qu'en fait, leur abondance diminue, donc leur nombre d'individus diminue. Et lorsqu'ils sont au-dessus de la ligne, c'est que leur nombre d'individus augmente. Vous voyez qu'au début, on a un peu de bleus qui sont au-dessus de la ligne du zéro, puis ensuite, on n'a plus du tout de bleus. Et en fait, les bleus, c'est qui? C'est les animaux qui ne sont pas porteurs de pathogènes partagés avec l'homme, donc susceptibles d'emblée de contaminer l'homme. Et donc, on va sélectionner, bien malgré nous, des espèces sauvages qui sont hôtes d'agents pathogènes et de parasites partagés avec l'homme. Et donc, vous voyez, de 18 à 72%, et qu'en plus, elles sont de 24 à 144 fois plus abondantes. Donc, on a vraiment un problème de gestion de l'environnement qui ignore en fait toute cette partie de partage ou de gestion avisée en fait de notre environnement et de sa destruction. Donc, on a évidemment plusieurs possibilités hein, pour éviter ce genre de choses. Donc là, je me concentre sur diminuer le risque de pandémie. Ça, c'est ce que disent toutes les grandes plateformes environnementales et la majorité des publications scientifiques qui s'occupent du sujet. Si on veut éviter le risque de pandémie, il faut protéger les forêts tropicales et subtropicales. C'est là que sont les micro-organismes et les pathogènes qui n'ont pas encore réussi à infecter l'homme, mais ça ne saurait tarder si on continue à les déforester. Il faut évidemment éviter les contacts avec la faune sauvage, donc réglementer ou interdire sa commercialisation, pour des raisons éthiques aussi d'ailleurs, pas que pour des raisons d'évitement de pandémie. Généraliser les mesures de biosécurité sur les élevages, hein, ça c'est ce qu'on peut voir avec la grippe aviaire. Hein. C'est sûr que la grippe aviaire, à présent que le virus grippal s'est un petit peu modifié, ou vraiment beaucoup modifié, et il peut maintenant être transmis par les oiseaux sauvages, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les épisodes précédents.
eh bien, en fait, il faut protéger les élevages, donc avec des mesures de biosécurité très strictes, éviter, par exemple, que les poules sortent à l'air libre, malheureusement, dans des conditions de risque de transmission de ce virus. Et puis, aussi, il faut protéger les humains, donc diminuer plutôt leur vulnérabilité et donc améliorer l'accès aux soins et réduire la pauvreté. Alors, on a des choses qui marchent très bien. Par exemple, ici, je vous présente donc une expérimentation qui a été faite au Kalimantan occidental, où en fait, on a dédié de l'argent à modifier les activités humaines qui étaient globalement basées pour la survie des populations sur l'exploitation illégale de la forêt tropicale. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné de l'argent aux gens pour racheter leurs tronçonneuses. On a donné de l'argent aussi pour organiser des formations pour les former à l'agriculture durable. On a également augmenté, on a plutôt conditionné l'accès à cet argent à des accès ou à des soins et en leur demandant d'aller se faire soigner, notamment en préventif. Et puis, il y a un certain nombre de suivis qui ont été mis en place. Et notamment là, c'est un suivi de plus de 10 ans par des scientifiques qui ont regardé quels étaient les résultats de ces interventions assez fortes en termes de protection de la forêt tropicale. Et donc, ils se sont rendus compte que, évidemment, si on arrête d'abattre les arbres, on évite d'émettre du carbone, que le nombre de ménages exploitants forestiers avait baissé. Donc, ces incitations sont efficaces. Donc, les ménages se sont reportés sur de l'agriculture durable. Et qu'on avait, donc en plus de la restauration de la forêt secondaire, on avait aussi une baisse de la mortalité infantile, on avait une diminution des cas, par exemple, de paludisme, de tuberculose, d'un certain nombre de maladies tropicales négligées, même de diabète et de bronchopneumonie, parce que la prévention, donc notamment par ces centres de soins et l'obligation de les fréquenter, a fait que les gens, finalement, étaient en meilleure santé globale. Et tout ça en protégeant les forêts. Donc on a des mesures qui marchent, et donc là, vous voyez qu'il faut quand même avoir une mesure un peu holistique pour essayer de prendre le problème de façon synergique en fait entre les différents besoins humains. À la fois, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me nourrir et j'ai besoin d'être en bonne santé. Donc, pour revenir sur l'étude finlandaise, donc, pour vous montrer ce que ça donne, donc en fait, l'étude finlandaise, c'est une étude d'expérimentation. Donc, les expérimentateurs ont fait débétonner des cours d'école pour voir en fait quel était le résultat sur le microbiote de la peau des enfants et sur le microbiote intestinal. Et donc, bon, pour la première année, en fait, bon, ils ont fait des études à 28 jours, puis à 1 an. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que en 28 jours, en fait, ils avaient déjà une richesse et une diversité de bactéries favorables qui étaient supérieures chez les enfants pardon, qui avaient accès à des espaces verts et donc pour lesquels on avait remis finalement de la terre, des arbustes et puis la possibilité en fait d'aller se confronter à ces éléments-là. Et au bout d'1 an, en fait, on avait même des pathogènes négatifs, enfin des pathogènes donc sur la peau des enfants qui étaient toujours dans des conditions très bétonnées, alors que ces bactéries-là n'étaient pas retrouvées, notamment des streptocoques, n'étaient pas retrouvées chez les enfants qui avaient accès à des cours végétalisés. Donc ça, c'est un résultat très, très encourageant qui d'ailleurs avait incité un certain nombre de villes en France à poursuivre ou améliorer ou augmenter les programmes de débétonisation des cours d'école. Euh, Ensuite, d'autres solutions, c'est de remettre du semi-naturel, de remettre de la biodiversité dans nos paysages, et ce, y compris dans les zones agricoles, c'est tout à fait possible. Donc, des scientifiques ont même fixé un seuil qui est 20%, donc 20% d'habitats semi-naturels dans les écosystèmes anthropisés, qui permettent en fait ces 20% de retrouver un fonctionnement des écosystèmes, une composition en espèces et une structure de paysage qui donc est favorable à la biodiversité et donc forcément favorable à la santé humaine ou tout au moins favorable à un certain nombre de fonctions et qui peuvent être des fonctions de régulation des pathogènes pour éviter les émergences infectieuses. Autre chose, et j'en ai presque fini, donc c'est s'intéresser à la ville, puisqu'il y a un certain nombre d'humains, entre 60, soit près de 70% et bientôt 80% des humains qui vivent en ville. Et donc c'est s'intéresser à la ville, puisqu'on sait aussi que ce lien à la nature, en fait, il a des impacts sur alors, le microbiote, ça c'est sûr, et également sur la santé mentale des gens. Et donc, des études montrent, alors celle-ci montre par exemple que si on augmente de 1%, de 100 mètres carrés, pardon, les espaces
les espaces verts en ville, eh bien, on a 1% de mortalité en moins. Et donc, de mortalité, pardon, pas de mortalité globale, mais de mortalité due à l'absence d'espaces verts, puisqu'on a noté une corrélation assez forte entre l'absence de contact avec les espaces verts, l'absence de possibilité d'aller s'aérer l'esprit ou d'aller faire du sport, et notamment, c'est vraiment très vrai dans les populations très défavorisées, et une surmortalité de ces populations-là. Et donc, vous voyez que finalement, il suffit de réfléchir l'urbanisme pour éviter ce genre de choses où on a très peu d'arbres, des jardins fort bien tondus avec de la pelouse et pas grand-chose qui dépasse. Et il faut remettre de la biodiversité, donc soit en augmentant de façon diffuse la biodiversité, on a plusieurs façons de le faire, soit en créant des grands parcs qui sont donc globalement accessibles à tout le monde, avec un certain nombre de règles que ces scientifiques, alors c'est d'autres scientifiques, c'est en Allemagne cette fois-ci, donc qui avait édicté une espèce de règle qui est la règle du 3-30-300. Donc c'est 3 arbres par maison, donc par foyer, 30% de canopée dans les villes et 300 mètres maximum pour accéder à un espace vert dans lequel on peut se détendre et avoir cet accès à la biodiversité pour enrichir son microbiote. Et finalement, une autre façon aussi de réfléchir cette affaire de biodiversité, c'est peut-être de se dire que la nature, elle est finalement assez puissante, elle peut retrouver ses droits assez vite. Et donc, laisser faire est probablement une des solutions les moins coûteuses. Donc, ça, c'est une expérimentation qui a été faite à Aubervilliers il y a 15 ans. Et donc, ils ont non, pardon, c'était en 2015, pardon. Ils ont désartificialisé un parking qui ne servait plus à rien pour créer un espace de biodiversité. Et au lieu de faire des interventions très importantes, eh ben, ils ont tout simplement laissé faire. Et au bout de 10 ans, vous voyez, on a une biodiversité qui a retrouvé ses droits avec la borne de graines qui est dans le sol, qui a réussi à reprendre un petit peu du poil de la bête, et avec surtout une diversité qui est certainement supérieure à ce qu'on aurait imaginé nous avec nos plantes domestiquées et nos allées bien droites et bien pavées. Donc, et ça, en fait, c'est des lieux voilà, où probablement ici, la biodiversité microbienne est très importante et probablement on pourrait réensemencer les microbiotes, notamment des populations les plus défavorisées, parce qu'on se rend compte aussi que c'est elles, la plupart du temps, qui ont un microbiote, qui ont le microbiote le plus pauvre, parce qu'elles n'ont pas ces opportunités-là d'être confrontées à la biodiversité. Et surtout, il n'y a pas d'informations sur ces aspects que la biodiversité, en fait, est aussi microbienne et aussi intéressante pour notre santé. Voilà, j'en ai fini. Je suis désolée, j'ai pas du tout suivi l'heure puisque je n'ai que mon déborama et je n'ai pas de notion d'heure. J'arrête le partage. Merci beaucoup. Alors, tu as dépassé de pas beaucoup et on a tout de même une petite demi-heure encore devant nous. On a eu plusieurs réactions et questions. Je garantis, et sous votre contrôle, que si on ne peut pas répondre à toutes les questions qui sont dans le chat ce soir, il y aura la possibilité éventuelle de pouvoir y répondre par la suite. J'ai une première question, et pour faire le lien entre vos deux interventions de Bernard, notre président, et notamment pour Marc-André. Marc-André, dirais-tu aussi que les virus, on a parlé des microbes utiles, que les virus sont nos amis ou les ennemis de nos ennemis? Alors, il y a plusieurs choses là. Biologiquement, il faut savoir que les virus, on ne sait pas bien faire leur inventaire. Et ça freine la connaissance qu'on a de leur diversité et ça freine beaucoup leur étude. Et je dis souvent qu'on sait des virus et de leur rôle notamment bienfaisant et favorable aux organismes qui les abritent. On en sait autant qu'on en savait du rôle favorable des bactéries dans les années 70. Faute d'outils appropriés, ça viendra sans doute, mais pour l'instant, c'est difficile à étudier. Et dans les années 70, je vous rappelle, quand moi je faisais mes études, alors c'est un peu après les années 70, mais quand je faisais mes études, on me disait juste que bon, les bactéries, elles sont dans notre organisme, et puis voilà, ça fait rien. Donc moi, je parierais volontiers que quand on les aura plus étudiés, et qu'on n'aura pas étudié que ceux qu'on découvre parce qu'ils donnent des maladies, on trouvera des tas d'effets positifs. Je le parie d'autant plus qu'on connaît déjà un petit peu à la marge, mais on a déjà tout un tas d'anecdotes à raconter là-dessus. Des anecdotes positives où des virus aident des plantes ou des animaux à fonctionner, ce sont les habitants favorables. Et pour terminer là-dessus, je vous recommande une revue qu'on a écrite en français avec des collègues de Poitiers dans la revue Médecine Science.
dans un numéro spécial virus qui est paru il y a 2 ans, que vous pouvez trouver facilement. En plus, c'est téléchargeable gratuitement puisque l'open access est payé par vos impôts. Donc, vous trouvez des détails sur ces anecdotes qui révèlent tous les cas où il y a des virus favorables chez les plantes et les animaux au développement, à la survie, au fonctionnement ou à la défense de leur hôte. Et maintenant, je devine assez les arrière-pensées de Bernard pour imaginer que quand il dit ennemi de nos ennemis, il pense aussi à un autre aspect qui, lui, est un recrutement que nous avons fait dans l'évolution culturelle de ces virus. Et nous l'avons fait très tôt, parce que l'étude des virus commence avec les travaux du français Félix Derel. Et très rapidement, Félix Derel, il va proposer qu'on puisse utiliser certains virus qui atteignent les bactéries pour tuer les bactéries. C'est ce qu'on appelle la phagothérapie. La phagothérapie, ça consiste à avoir des collections de virus et quand quelqu'un est malade, on isole sa bactérie, on regarde auquel de ces virus que l'on a en collection la bactérie est sensible, on administre ces virus au malade et ça tue la bactérie. C'est génial parce que c'est très spécifique et par rapport aux antibiotiques qui tuent un petit peu tout et qui notamment affectent le microbiote, qui tuent les bons et les méchants, qu'on peut prescrire plus facilement et plus vite, hein, puisque eux, pour le coup, ils ont un spectre large. Mais là, l'intervention avec les virus est plus chirurgicale. La phagothérapie va disparaître avec l'émergence des antibiotiques parce que finalement, c'est plus simple d'utiliser des antibiotiques, hein. Il y a pas à isoler la bactérie et à tester quelle phage, quel virus va la tuer. La phagothérapie va régresser avec l'arrivée donc des antibiotiques. Aujourd'hui, avec les résistances aux antibiotiques, qui quand même affectent 150 000 personnes par an en France, hein, il y a des traitements qui sont difficiles à faire, et ça tue entre 3 et 4 000 personnes par an en France, hein, les résistances aux antibiotiques. Les bactéries résistantes aux antibiotiques nous poussent à reprendre des études sur la phagothérapie et à essayer de les manipuler comme des alliés, et notamment des ennemis de nos ennemis. Et puis, il ne faut pas oublier que certains virus ont été recrutés, dépouillés de leur ADN pour faire des vaccins, pour être des véhicules de vaccins vers nos cellules. Et on a notamment des vaccins, alors notamment celui de Pfizer contre le SARS-CoV-2, qui utilise des virus désactivés et reprogrammés pour transférer l'ARN vaccinal dans les cellules. Donc oui, culturellement, nous pouvons faire des alliés de certains virus, absolument. Merci beaucoup, Marc-André. Je vais essayer de regrouper des préoccupations et questions posées par à la fois Laurence, Nadia et Françoise. Françoise demande, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'alimentation biologique et la qualité du microbiote intestinal ou l'impact de la méthode de culture est-il négligeable? Euh, Nadia nous interroge de la même manière, mais en sens inverse, sur l'usage massif dans nos sociétés des biocides, pesticides, antibiotiques qui amène la contamination des sols, de l'eau, mais aussi des organismes. Cette question s'adresse à vous deux, hein, Hélène et Marc, je pense, sur ces questions d'alimentation. Quelles sont les conséquences de la présence des résidus, hein, de produits phyto dans l'eau, l'air et l'alimentation sur notre microbiote et la santé en général? Et puis, enfin, euh, Laurence énonce qu'il lui semble que le microbiote permet aussi de prévenir des maladies infectieuses, pas que les maladies chroniques non transmissibles, comme elle l'a lu dans une étude de l'INRAE dont elle a mis le lien dans le chat. Donc, sur ces questions d'usage des produits phyto et d'alimentation, comment vous pourriez répondre l'un et l'autre? Tu commences, Hélène? Veux-tu? Non, pardon, vas-y, vas-y. Bon, alors c'est compliqué. Il faut savoir que c'est pas forcément ce qui abîme le plus notre microbiote, aussi bien dans les produits qu'on met sur la peau ou dans les aliments. On a quand même un effet beaucoup plus marqué de choses comme les émulsifiants ou les conservateurs, hein, voire les édulcorants dans les aliments. Mais c'est vrai qu'ils ont un rôle. Mais il y a un rôle pire que j'ai découvert moi récemment grâce à un ami qui s'appelle Gilles Pipien, que Hélène connaît sans doute et qui est un fervent défenseur de l'idée que notre santé dépend de notre environnement. Ça, je n'y avais pas pensé. C'est qu'en fait,
Les fameuses résistances aux antibiotiques, alors ces résistances aux antibiotiques, hein, je vous le rappelle, hein, quelques chiffres que je regarde en regardant une petite tribune que je publie, que j'ai bientôt publiée dans Science et Vie. Donc, on est sur 150 000 patients touchés en France, 3 4 000 décès chaque année, 700 000 personnes touchées dans le monde, et on pense que la résistance aux antibiotiques, c'est en 2050, hein, 10 à 60 millions de personnes qui mourront dans le monde chaque année à cause de ça. Or, on découvre quoi? On découvre qu'en fait, les pesticides favorisent la résistance aux antibiotiques. Pourquoi? D'une part, parce que des fois, la résistance aux antibiotiques passe par des mécanismes efficaces de pompage des toxines hors des cellules. Et en présence de pesticides, les bactéries sont sélectionnées pour pomper hors de leurs cellules un certain nombre de composants. Voilà. Donc, et elles pompent des pesticides, mais finalement, certains antibiotiques peuvent être pompés dehors. Donc, finalement, la résistance aux pesticides va être quelque chose qui va leur permettre d'être résistants aux antibiotiques. Et puis une autre raison, qui là alors balaye plus large, c'est que souvent les résistances aux antibiotiques se transfèrent de bactérie en bactérie, mais pas seules, avec des petits groupes de gènes dans lesquels il y a d'autres facteurs qui peuvent être intéressants pour les bactéries qui reçoivent cet ADN, des résistances aux métaux lourds par exemple, ou des résistances aux pesticides. Et finalement, les résistances aux antibiotiques sont dans ce paquet de gènes et passent en autostop et sont amplifiées par le fait que les bactéries rencontrent dans l'environnement des facteurs, des pollutions qui sélectionnent celles qui possèdent ce paquet de gènes. Et puis quand arrive un antibiotique, bah, le paquet de gènes fait son action. Et voilà. Donc oui, il y a vraiment un problème. Moi, il y avait des études que j'avais bien regardées, c'était les études de la cohorte Nutrinet Santé, puisque c'est une cohorte donc, sur plusieurs centaines de milliers de personnes hein, depuis une vingtaine d'années, je crois, ou une trentaine d'années. Et donc, ils commencent à avoir des résultats vraiment très intéressants, et notamment, ils ont regardé un certain nombre d'aspects du microbiote. Alors, sauf erreur, je ne crois pas avoir vu des études sur l'alimentation bio versus le microbiote, mais il faudrait que je continue à creuser. Par contre, je sais avoir vu passer des études sur donc un certain nombre de régimes alimentaires qui sont moins favorables au microbiote, mais ça, Marc-André en a bien parlé, hein. C'est-à-dire que dès que vous éliminez les fibres de votre alimentation, évidemment, le microbiote, il en pâtit un peu parce que c'est sa nourriture. Donc les régimes à base de trop de viande rouge, mais aussi les régimes qui contiennent beaucoup d'additifs alimentaires qui semblent avoir un effet sur le microbiote. Et puis évidemment, les antibiotiques, on imagine bien là l'effet direct. Mais c'est vrai que sur la bio, voilà, soit par le biais des pesticides et dans le mécanisme qu'a noté Marc-André, mais de façon directe, je n'ai pas vu d'études. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça veut dire qu'on n'a pas encore, enfin, plutôt que moi, je n'ai pas encore connaissance d'études, mais elles existent peut-être. Mais c'est vrai que ce serait vraiment très intéressant d'avoir ce type de recherche et d'information, parce qu'en fait, on est là sur une problématique d'information, à la fois du consommateur ou du décideur politique. Et je pense que la recherche, en fait, peut produire des résultats sans que ces gens-là ne soient informés. Et ça, c'est vrai que c'est assez embêtant. Juste un petit mot, hein, moi, je n'ai pas non plus fait la biblio là-dessus, mais il y a quelques articles que m'a donné Joël Doré, qui est un spécialiste du microbiote, qui vont dans le sens, bien qu'il y ait peu d'études, hein, de dire qu'il y a un effet positif sur le microbiote, mais disons que l'alimentation, c'est une telle galaxie de facteurs que, bon, en l'absence de vraiment d'études très très spécifiques, on n'a pas encore beaucoup de données. Mais moi, je parierais volontiers sur la base de ces données Mm. disponibles que si on faisait vraiment une étude serrée, on trouve Voilà. un effet positif, oui. Mm. Alors, je poursuis. On a pas mal de questions et qui tournent beaucoup hein, autour du microbiote, de la santé, de l'alimentation. J'ai une question, je vais en prendre une sur les deux qu'il a pu poser de Valentin qui évoque qu'il y a une étude, de l'étude du microbiote des enfants en contact plus ou moins important avec un sol végétalisé montre-t-elle une forme de résistance acquise aux pathogènes par la biodiversité nouvellement acquise? Voilà la question. Une question de Bernard encore. Que faut-il penser des probiotiques? Euh, et puis, enfin, revenir, est-ce que toutes les espèces animales ont le même microbiote? Est-ce que
région à une autre du monde, les microbiotes sont les mêmes. Et tu as évoqué, Hélène, les zoonoses. Est-ce que, il y a des virus, des bactéries qui sont bien tolérés par certaines espèces, mais qui ne le sont pas par d'autres? Et est-ce que les virus, les bactéries, les microbes s'adaptent différemment selon leur hôte d'accueil? Je vous laisse répondre à toute cette petite série de questions tous les deux. Tu commences, peut-être, Hélène? Je sais pas. Alors, Ben, dernière question, Hélène. Là, c'est pour revenir sur ton intervention. Isabelle, hein, qui insiste sur ton intervention sur le plus de 100 mètres carrés de végétalisation qui aurait un impact. Elle souhaiterait savoir à quelle échelle, 100 mètres carrés de plus par rapport à quoi, voilà, pour une ville, un quartier, etc. alors, ouais, l'étude, mais alors j'ai fait saisir une réponse, j'ai envoyé, je sais pas, mais du coup, je sais pas où est partie ma réponse dans les limbes. Oui, en fait, c'était à Philadelphie. Donc, c'est par rapport à la ville, à cette ville-là, et c'est 100 mètres carrés d'espace vert de plus, hein. Donc, 100 mètres carrés d'espace vert de plus, et ils ont constaté une diminution de 1,1% de la mortalité liée à l'absence de d'espace vert. Mais, euh, mais du coup, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, ce truc saisir une Et, réponse. Mais il faut qu'en fait, les personnes qui posent des questions regardent dans les réponses. A priori, normalement, ça s'affiche pour tout le monde. ok, mais moi, je ne le vois pas. Donc, c'est vrai que Ah, c'est pareil. Je voulais mettre la cohorte Nutrinet, enfin, le lien, et je ne sais pas comment faire pour écrire quelque chose moi-même. Je crois en tant qu'intervenant, on ne peut pas écrire. Voilà, mais c'est pas grave. bon, Voilà. on fera les réponses. On va garder, hein, tout est enregistré et ça Ok, ça permettra marche. d'apporter des réponses après. Alors, pardon, du coup, tu peux me rappeler la dernière, pas la toute dernière, mais celle d'avant, la question qui était posée, c'était quoi? Sur la fameuse étude du microbiote des enfants en contact plus ou moins important avec un sol végétalisé, est-ce qu'elle montre une forme de résistance acquise aux pathogènes par la biodiversité, une bonne... Alors là, c'était ouais, alors c'était pas du tout, c'était juste une étude observationnelle. Donc ils ont fait ces expérimentations et en fait ils ont juste compté le nombre de bactéries qu'ils pouvaient identifier. Donc c'était en fait le nombre d'espèces plutôt. Donc du coup je pense pas il y ait de travaux sur les résistances acquises. Ils avaient promis, ça date de 2021, ils avaient promis une suite à cette étude puisque théoriquement au départ ils devaient faire un suivi sur 2 ans. Et je n'ai pas vu passer la suite de l'étude. Voilà, donc, j'essaie de chercher régulièrement, mais c'est vrai que c'est super intéressant et ça aurait valu le coup d'aller plus loin sur ces aspects. Monique me dit qu'elle a bien reçu tes réponses, Hélène. Donc en Ah, fait, d'accord. Ok, ben, moi je ne les vois pas. Donc, parfait. Alors, il y avait la question aussi de savoir si dans le monde, les microbiotes varient. Alors, oui, ils varient, mais ils varient en fait surtout pour des raisons culturelles. Hein, typiquement, les Asiatiques ne mangeant pas de la même façon et n'ayant pas les mêmes façons, les mêmes formes d'hygiène, ben, quand ils arrivent aux États-Unis, en 2, 3 mois, leur microbiote change et devient états-unien. Euh, de plus, il y a aussi des différences génétiques entre les populations humaines qui peuvent être, mais là, je n'ai pas de matériaux vraiment fermes pour le déterminer, mais le système immunitaire régule un peu le microbiote. Hein. C'est pas que le microbiote qui influence le système immunitaire, l'inverse est vrai. Et donc des différences génétiques entre populations peuvent aussi contribuer aux différences entre microbiotes. Mais c'est peu de choses par rapport au déterminisme de la façon de vivre et notamment de l'alimentation sur le tube digestif. Et typiquement, quand des gens viennent d'Asie et s'installent aux États-Unis, eh bien, ils vivent d'une alimentation riche en fibres à une alimentation riche en graisse et leur composition microbiotique change. Euh, Elle est au confluent d'influences génétiques et d'influences comportementales et environnementales. Voilà. Alors, typiquement, par exemple, les Japonais ont des bactéries qui les aident à digérer le nori, hein, les algues rouges qui entourent les maquis, hein, qui font ce cerne noir autour des maquis, dont les polysaccharides sont complètement indigestes pour les Occidentaux, de moins en moins maintenant, parce qu'en fait, quand on mange beaucoup de ces choses-là, ça aide à s'installer ces microbes-là. Et donc, à force de manger des maquis, eh ben, on finit par, euh, quand on les attrape, on finit par garder, parce qu'on les nourrit, les bactéries capables de digérer ces polysaccharides. Donc, on le voit, hein, ça c'est un exemple de la façon dont les conduites alimentaires permettent de déterminer ce qu'il y a dans le tube digestif. Et d'une façon générale, on peut extrapoler ça à tous les traits culturels. Maintenant, j'aimerais répondre aussi à la question sur les probiotiques.
Alors, les probiotiques, il est peut-être un petit peu tôt pour les utiliser en routine. D'une part parce que on n'a pas encore beaucoup de recul. Je ne dis pas que ceux qui sont dans le commerce soient mauvais, mais aussi parce que eh bien, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc en fait, vous avez un produit qui est un produit de parapharmacie où il n'y a pas exactement de prétention curative bien fixée. Alors ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais quand vous achetez de l'aspirine, vous savez exactement ce que ça fait. Et au passage, vous connaissez les effets secondaires aussi en lisant la notice. Là, il n'y a pas de telles exigences sur ces produits-là. C'est des produits de parapharmacie, à part peut-être quelques spécialités comme l'ultralevure, qui est de la levure en fait, et une spécialité commerciale dont on ne va pas donner le nom, mais bon, parce que ces trucs-là ont été mis sur le marché avant qu'arrivent tous les probiotiques et que que l'agence qui donne les autorisations de mise sur le marché ne décide que finalement elle n'allait pas se prononcer sur les microbes. Alors je reviens à ça, les probiotiques, n'est-ce pas, c'est manger des microbes en espérant qu'ils vont s'installer en nous. Alors, il y en a comme ça qui sont disponibles pour aller en vacances et pas attraper la tourista, quand on a des troubles digestifs, quand on sent des ballonnements. Il y a même des tampons applicateurs vaginaux qui permettent, quand on a des irritations ou des problèmes vaginaux, de restaurer un microbiote vaginal, enfin, d'aider à résoudre ces troubles. Est-ce que ça marche ou pas? Bon, alors vous vous doutez que j'ai pas d'opinion personnelle sur les applicateurs vaginaux et que par ailleurs, bon, pour ce qui est des autres produits, ben, ça marche pas trop mal, mais on ne sait pas exactement comment parce que avant la mise sur le marché, on n'a pas d'exigence de montrer exactement ce que ça fait, quand, comment et avec quel effet secondaire. Ça veut pas dire que je ne crois pas aux probiotiques. Je pense qu'au contraire, le développement de recherches sérieuses et d'une législation autour est extrêmement prometteur. Alors maintenant, j'aimerais vous rappeler qu'il y a aussi deux autres effets importants qui permettent de composer votre microbiote. L'effet prébiotique, qui consiste à donner à votre microbiote des aliments qui lui conviennent. C'est réduire la fréquence de douche et réduire surtout la fréquence de douche savonnée pour entretenir le microbiote de la peau parce que vous lui laissez du sébum et des peaux mortes pour manger. Le but n'est pas de sentir mauvais, hein, mais il est juste de trouver à quelle fréquence de douche et notamment à quelle fréquence d'usage du savon vous avez un corps qui sent correctement pour limiter vraiment l'impact sur le microbiote. Et puis, il y a aussi toutes les fibres alimentaires dont on parlait tout à l'heure qu'il faut manger. Puis, un autre effet, et je vous parlais tout à l'heure, notamment, enfin juste à l'instant, des algues rouges, les fameux nori japonais. Quand on en mange, ça favorise les bactéries qu'ils consomment. C'est un exemple de mécanisme prébiotique. Donc, mangez les fibres, et rappelez-vous que les Français ne mangent que la moitié de la dose de fibres végétales recommandée. Et puis, l'autre chose, et c'est important, c'est un effet que moi j'appelle euh, parabiotique, alors c'est pour faire beau avec pré et probiotique, hein, c'est que quand on mange fermenté, les microbes ne s'installent pas, il n'y a pas d'effet probiotique. Mais ils perturbent le microbiote d'une façon favorable. Alors, Dusko Ehrlich et quelques autres de l'INRAE de Julien Josas avaient publié de très beaux résultats là-dessus. Et puis plus récemment, il y a eu de très grosses études dans celles. Quand on mange fermenté, ça aide le microbiote à acquérir une composition pas forcément plus diversifiée, mais plus amène de nous maintenir en bonne santé. Donc c'est bon de manger des aliments fermentés où il reste des microbes fermentaires. Non pas qu'ils s'installent, mais on sait qu'ils transitent parce qu'on les retrouve dans les fesses. Et lors de leur transit, ils bousculent et réorientent le fonctionnement de notre microbiote du tube digestif et de façon favorable. Donc, pour l'instant, plus que les effets, les probiotiques, moi j'achèterais beaucoup de fibres dans mon alimentation et je mangerais beaucoup d'aliments fermentés. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Alors, vous verrez, hein, si ça se trouve, je vais mourir demain et vous allez dire que effectivement, c'était pas une bonne idée. Mais plus sérieusement, au-delà de cette boutade, moi, c'est ce dont je me suis convaincu. J'achète pas de probiotiques, mais je gère mon alimentation parce que, si vous voulez, dans le monde microbien, c'est très difficile d'inoculer. Moi je l'étudie dans mon laboratoire, on étudie ça sur les racines des plantes, hein. C'est difficile d'inoculer parce qu'en général, c'est très peuplé déjà. Par contre, favoriser ceux qui sont là, c'est beaucoup plus faisable. Merci. Je peux Hélène, peut-être apporter des éléments, alors c'est pas du tout sur les probiotiques, là j'y connais rien, je m'y risquerai pas. Mais on avait commencé à décrypter une étude qui se passe en Australie, alors désolé, c'est pas en Europe, qui avait montré, c'était assez intéressant, ils avaient montré qu'il y avait une augmentation du risque de contracter une maladie infectieuse, donc qui était quand même de 47% cette augmentation pour les populations défavorisées lorsqu'elles habitaient dans un environnement avec un sol dégradé. Et donc le lien, en fait, pour expliquer cette augmentation, c'était le microbiote, en fait, qui, lorsque on est dans un environnement avec un sol dégradé, on ne peut pas
avoir un microbiote. Enfin, on est plus compliqué d'avoir un microbiote diversifié parce que justement, il n'y a pas d'accès à ces old friends, donc les bactéries et les virus et les champignons qui partagent en fait notre vie depuis très longtemps. Et que donc, en fait, ça augmentait l'effet des déterminants de santé qui sont dus à des populations défavorisées comme l'alcool ou l'absence d'accès à des infrastructures de santé. Voilà. Donc l'effet est augmenté parce qu'il n'y a pas cette régulation du microbiote, régulation de l'inflammation notamment par le microbiote diversifié et très très biodivers. Et donc c'est assez intéressant de voir ça parce que évidemment je pense que c'est des études qui sont assez comment dire, innovantes et isolées pour l'instant, hein, parce qu'on essaye d'en chercher, on n'en trouve pas énormément, mais par contre, ça montre des tendances et peut-être des choses intéressantes à explorer pour la recherche, pour plus tard, pour essayer de décrypter quand même le rôle de plus en plus complexe du microbiote qu'on commence à percevoir, et notamment dans ces aspects prévention, hein, qui sont assez importants. Et donc, évidemment, ça montre aussi, enfin, ça prouve aussi que dans les populations défavorisées, en fait, on a des microbiotes qui sont qui peuvent être différents des populations moins défavorisées parce que justement, il n'y a pas ce réensemencement permanent. Il n'y a pas cette possibilité. Et il y avait même une publication qu'on a transcrite sur le site de la FRB qui parlait de justice sociale pour accéder à un microbiote diversifié, en fait. Et qu'on avait créé des villes qui créaient de l'injustice sociale dans l'accès à un microbiote diversifié. Parce que souvent, les populations défavorisées elles sont cantonnées dans des endroits de la ville qui sont loin des espaces verts et que de toute façon, ces populations ont aussi peu d'accès par elles-mêmes à des espaces verts, par exemple par les vacances ou une maison secondaire. Voilà, donc ça, c'est pas possible pour elles. Donc il faudrait qu'elles aient accès à un espace vert pour diversifier leur microbiote et que ce sont des éléments de justice sociale. C'est le PLOS biologie que tu as signalé, c'est ça Alors, c'est une publication, tac, 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 Lidicoat. Mais je peux vous l'envoyer si j'arrive à mettre quelque chose sur le chat. Ça, c'est pas non plus ma compétence première. Donc, je vais essayer de voir. Ah, bah si, je peux écrire un truc, mais par contre, c'est marqué discussion du webinaire, mais par contre, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah bah oui, pardon. On voit ton. Je pense que tu peux mettre dans le chat. Il y a plusieurs. Et sinon, là, on voit ton écran, en fait. C'est le Alors, lien qu'on doit voir là. C'est oui. c'est celui-là, hein, l'article. Non, alors celui-ci, c'est le deuxième dont je parlais, oui. Par contre, le premier, c'est l'IDEQUAT, je l'ai mis dans le chat. Je vais essayer de le mettre dans le. Vous voulez que je le mette dans le QR, en fait, c'est ça? Non, tu peux le mettre dans le chat. C'est a priori Je, tout je l'ai fait, ouais. C'est marqué hôte et panéliste, donc normalement, vous pouvez le voir si vous allez voir dans le chat le et non pas monde dans les dans réponses. le chat. Bon, on arrive presque au terme de ce webinaire. Euh, je vous remercie beaucoup, Hélène et Marc-André. Je vous propose peut-être en quelques mots de conclure et de répondre. Je sais bien que c'est un défi que je vais vous donner. Alors, les microbes, amis ou ennemis? Ah, Eh bon, oui, alors moi, on vous a donné 20 minutes, voire plus. Là, je vous demande en une minute. en une minute, bah, les deux. Les deux, mais je pense qu'il faudrait éviter de s'en faire des ennemis ou plutôt de multiplier nos ennemis en détruisant la biodiversité. Je pense que c'est déjà des choses qu'on peut essayer de raisonner comme ça et surtout d'avoir cette vision systémique hein, qui permet de regarder plusieurs enjeux quand on prend une décision et de regarder les impacts de la décision sur d'autres enjeux humains, hein, l'alimentation, l'équité, l'accès à l'eau, voilà, l'accès à la santé, etc. Et donc, je pense que en réfléchissant comme ça, et le rapport Nexus de l'IPBES devrait nous permettre d'avancer en fait sur cette réflexion et d'être plus efficace sur cette réflexion. Je pense que collectivement, on a la capacité de le faire. Et je dirais que oublier que les microbes sont aussi nos amis, c'est vraiment une grosse erreur qu'il faudrait ne pas faire. Voilà. Marc-André. Ouais, je dirais qu'ils sont à l'image de la nature et de la biodiversité. C'est un des points dans lequel j'insiste beaucoup là dans mon dernier livre, Nature et préjugés, c'est que la nature n'est pas bien faite. D'abord, elle n'est pas faite, et puis elle n'a pas de raison d'être bien faite. Elle est faite ce qui survit à la sélection naturelle et à des pressions de sélection. Donc,
bien, de toute façon, c'est vis-à-vis, c'est vu par l'homme. Je veux dire, si vous prenez le SARS-CoV-2, vu de son point de vue, il est content. S'il était capable d'exprimer quelque chose, il serait sans doute content d'être là. Donc, tu sais, la biodiversité, c'est comme la nature, c'est pas bon ou mauvais, c'est. Et c'est à nous d'essayer d'exacerber ce qui nous permet d'être nous en bonne santé et de limiter l'impact de ce qui ne nous permet pas d'être en bonne santé, sachant que rêver d'éteindre des espèces de microbes indésirables, c'est quand même très difficile. Je connais que l'exemple, et encore, hein, de la vérole, et encore, hein, bon, elle sommeille encore au fond de certains laboratoires, notamment de laboratoires militaires, ce qui est donc assez inquiétant. Non, en réalité, je pense que bon ou mauvais, c'est une question qui ne se pose pas à propos des êtres vivants. Ou alors, elle dépend de chaque être vivant. Et si vraiment nous, de notre point de vue, on veut la poser, ben on va découvrir des bons et des méchants parmi les microbes. De toute façon, il y a tellement d'espèces de microbes qu'il ne se peut pas qu'il y en ait qui ne soient pas extrêmement bonnes et d'autres extrêmement mauvaises, et puis d'autres un peu plus moyennement bonnes, moyennement mauvaises. Ça, c'est un effet de la diversité de toute façon. Bah, écoutez, encore un très très grand merci, Hélène et Marc-André, pour ces propos tellement intéressants et votre participation à ce webinaire. Merci à tous les participants et participantes. J'espère que ce webinaire vous a plu. Vous pourrez le retrouver dès demain sur la chaîne YouTube d'Humanité et Biodiversité. Donc, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et puis, pour ne rien manquer des prochaines rencontres d'Humanité et Biodiversité, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site internet, inscrivez-vous à notre newsletter. C'est avec plaisir que nous vous informerons des prochains événements. Rejoignez-nous, soutenez-nous et je vous souhaite encore une belle fin de soirée et encore une belle nouvelle année. Je vous dis à bientôt et je me rends compte que j'ai juste oublié de me présenter au début. J'étais Sandrine Bélier, la directrice de l'association Humanité et Biodiversité. Encore un grand merci à tous Merci et, Sandrine. et puis ben, à très bientôt, j'espère. Bonne soirée. Merci Au Hélène, merci revoir. André. Merci à tous, au revoir.